Envie d'établir une pièce administrative? Envie de passer un concours ou postuler pour un emploi? Eh bien, dans la majorité des cas, vous aurez besoin du casier judiciaire. Et là, son contenu est d'une importance capitale. Le casier judiciaire, c'est un ensemble de documents fournis qui permet à une tierce personne ou bien à l'État de vérifier si ce dernier-là n'a pas commis de crime ou pas. C'est un document où tout est présenté. Je donne un exemple palpable. Lorsque vous avez un problème avec la justice, lorsque vous avez commis un acte vraiment bizarre, le casier judiciaire est présenté partout où vous partez. En cherchant un emploi comme ça, ils vont demander ton casier judiciaire. Ils vont construire ton casier judiciaire pour voir qui tu es dans le citoyen qui tu es. C'est selon ton casier judiciaire, ils vont essayer de te juger un peu. Le casier judiciaire peut nous empêcher de passer certains concours ou travailler si la personne a eu à commettre des actes ou bien a eu à poser des actions qui ont eu à froisser la loi, la loi du pays ou bien la nation dans laquelle il se trouve. Alors ce casier judiciaire plutôt, comme on le dit, sera entaché. Alors cette personne-là ne pourra pas présenter un concours ou ne pourra pas occuper un poste je dirais administratif ou un poste de responsabilité dans la nation. Parce que le casier judiciaire va authentifier votre moralité. Le casier judiciaire est en quelque sorte la mémoire de la justice pénale où toutes les condamnations y sont relatées. C'est donc une preuve pour les employeurs que vous n'avez jamais eu affaire avec la justice. Alors, quand le casier judiciaire n'est pas vierge, cela pose problème pour le demandeur d'emploi. Malgré tout, il est possible d'effacer le contenu de ce document, une chose inconnue de nombreux justiciables. Si vous avez eu des problèmes avec la justice et que le juge vous a condamné, c'est mis dans votre casier judiciaire. Ce n'est pas le juge encore qui a venu effacer votre délit. Pour moi, je ne pense pas. Ce n'est pas possible. Pour effacer le casier judiciaire, je crois bien quand on parle d'amnistie. Voilà. Quand par exemple le président prend un décret pour amnistier certaines personnes, ces fautes-là sont effacées. À ta naissance, le numéro matricule qu'on t'attribue, tout ce qu'on te donne à ta naissance, ça te suit. À moins que tu changes d'identité, le casier judiciaire change. Le contenu du casier judiciaire fait ainsi obstacle à l'exercice de certaines professions, notamment aux différents concours de la fonction publique. Mais son contenu aussi peut s'effacer automatiquement après un certain temps. Un temps plus long pour certains contenus et pour d'autres, l'effacement et la réhabilitation interviennent plus rapidement. Mais attention à la récidive. Voilà, le débat a déjà commencé, vous savez, avec Maître Koné Kiyo sur ce plateau. Donc, c'est la dernière ligne droite de ce rendez-vous. Aujourd'hui, donc, je rappelle l'intitulé, comme vous l'avez vu, donc, sur l'élément, la réhabilitation et l'effacement du casier judiciaire. Mais on va déjà définir les termes. C'est quoi le casier judiciaire? Qui en a droit? Et puis, on parle souvent de casier numéro 1, numéro 2, numéro 3. On a la chance de vous avoir, donc dites-nous tout. Merci beaucoup. En réalité, lorsqu'on parle de casier judiciaire, à partir de l'élément que nous avons suivi, on a l'impression que tout le monde pense que c'est quand il y a une condamnation qu'il y a casier judiciaire. Non, ce n'est pas vrai. En réalité, tout homme, à sa naissance, a un casier judiciaire. Le casier judiciaire, c'est comme, je vous dirais, tout le monde à sa naissance a un extrait de naissance. Le casier judiciaire est un document qui est délivré par le greffe du lieu de naissance de la personne qui le demande, pas le lieu de domicile. Vous savez, un certificat de nationalité, lorsque vous vivez à Abidjan, vous pouvez faire un certificat de nationalité devant toutes les juridictions du Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu de votre naissance, quel que soit le lieu où vous habitez. Mais pour le casier judiciaire, c'est seulement au lieu de votre naissance. Parce que c'est un document qui est habilité, du moins c'est un document dont le but est de recevoir toutes les condamnations qui ont été prononcées contre la personne concernée. Nous avons le bulletin numéro 1 du casier judiciaire qui doit recevoir toutes ces condamnations. Le bulletin numéro 2 qui est délivré souvent aux administrations publiques, aux préfets et ainsi de suite, ou bien à ceux qui sont appelés sous les drapeaux. Et il y a le casier judiciaire numéro 3. En général, lorsque vous demandez un casier judiciaire, c'est le casier judiciaire numéro 3 qu'on vous délivre. Et ce casier judiciaire, lorsqu'il est vierge, on trace un trait en diagonale pour montrer qu'il n'y a pas de condamnation. Ceux qui font souvent, qui passent les concours, lorsqu'ils regardent les casiers judiciaires, ils verront dessus peine prononcée,
date de prononciation de la peine, lieu d'exécution, ainsi de suite. Et très souvent, on barre pour dire que votre casier judiciaire est vierge. Donc, pour tout dire, tout homme a un casier judiciaire. Il peut être vierge ou pas. Voilà la seule différence. Et quand il y a une condamnation, oui. Qu'est-ce qui se passe après pour le condamné? Est-ce qu'il y a possibilité pour lui d'être réhabilité ou est-ce que le casier a possibilité d'être effacé? Oui, bien sûr. La possibilité d'être... Les peines qui sont contenues dans un casier judiciaire peuvent être effacées après réhabilitation. En réalité, bon nombre de personnes ne savent pas cela. Sinon, la personne condamnée n'est pas définitivement mauvaise, comme on le dit. Imaginez-vous une personne condamnée à qui on colle une faute pour l'éternité. Non, peut-être qu'il y a eu une condamnation par erreur. Peut-être qu'il y a eu une condamnation pour des faits qui sont à un moment donné de sa vie, qui a pu poser des actes, mais la personne n'est pas définitivement condamnée. Il y a des moments, il y a un délai qui peut lui être accordé, à partir duquel, qui ne peut même pas lui être accordé, que la loi détermine, après laquelle la personne retrouve ses attributs de citoyen sans condamnation. C'est ça l'esprit de la réhabilitation? Oui, en réalité, c'est ça l'esprit de la réhabilitation. Une personne qui a été condamnée à un moment de sa vie ne peut pas être considérée comme éternellement condamnée, comme éternellement mauvaise. Même après son décès, son conjoint ou ses descendants, ou même ses ascendants, peuvent vous demander la réhabilitation. Bon, là, il y a des conditions, bien sûr. Justement, oui. La réhabilitation, c'est la réhabilitation qui nous envoie à l'effacement, c'est ça? Oui, c'est la réhabilitation qui nous envoie à l'effacement. En fait, c'est tout simple. Condamnation, inscription de la condamnation dans un casier judiciaire. Réhabilitation, effacement des condamnations. Voilà. C'est ça la réhabilitation, c'est cette réhabilitation-là qui a pour but, du moins, la réhabilitation a pour but l'effacement de la peine. Alors, qui est-ce qu'on réhabilite? Tout condamné, toute personne condamnée par une juridiction de Côte d'Ivoire à une peine criminelle ou correctionnelle peut être condamnée, peut être réhabilitée. Toute personne, même le récidiviste, il peut être réhabilité. Et il y a deux types de réhabilitation. Il y a la réhabilitation de droit à partir de l'écoulement d'une certaine période et il y a la réhabilitation exceptionnelle qui est soit demandée par la personne ou par son conjoint ou par ses descendants ou par ses ascendants en cas de décès, ou il y a la réhabilitation des personnes qui, même en train d'épuiser une peine, ont posé des actes qui sont bénéfiques à l'État. De bonne conduite? Bon, pas des actes de bonne conduite. Par exemple, un acte héroïque, un acte d'héroïsme. Le footballeur italien à l'époque. À l'époque, justement. Voilà un cas de réhabilitation qui a été fait en cours d'exécution de peine. Alors, je rappelle, pour ceux qui nous regardent, peut-être qui ne le sauraient pas, c'était Paolo Rossi donc, oui. qui a été condamné oui. dans les années 80 et donc qui a bénéficié, je ne sais pas, de circonstances et qui est allé à la Coupe du Monde et l'Italie a... Si je ne m'abuse, c'était au Mondial de 82. 1982. Je ne crois pas que nous l'ayons regardé comme tout le monde. Ah oui, Nous l'avons regardé avec des yeux d'enfant. Et donc, il gagne la Coupe du Monde avec l'Italie. Et ça, c'est une réhabilitation de fait. Voilà, c'est une réhabilitation exceptionnelle. Donc, il y a trois types de réhabilitation. La réhabilitation de droit qui survient après l'écoulement d'un délai déterminé par la loi, en fonction des circonstances, en fonction de la peine. Et il y a la réhabilitation qui peut être demandée soit après 3 ans pour les peines correctionnelles, soit après 5 ans pour les peines criminelles. Bernard Tapie n'a pas eu cette chance. Hein. Il donne le trophée de la Champions League à Marseille, mais après, rattrapé par une affaire de Valenciennes. Bon, nous parlons de condamnation en Côte d'Ivoire. Ah, mais non, parlons aussi oui. En Côte d'Ivoire. Justement, non, une comparaison n'est pas raison, certes, mais c'est ça aussi. Mais quand on dit que tu n'as pas eu cette chance, bon, je ne sais pas quel est son dossier. Chaque dossier a son actualité. A son actualité, sa spécificité. Sa spécificité, merci. Et donc, il y a la réhabilitation du cas, justement, la réhabilitation de celui qui a rendu des services éminents à l'État, même en train de purger une peine, il peut être réhabilité. Et comment on peut réhabiliter une personne? La réhabilitation se fait par la chambre d'accusation. La chambre d'accusation, c'est la juridiction d'appel des juridictions d'instruction. En fait, si on veut rentrer dans la spécificité, on n'en finira pas parce que c'est très technique. Et c'est pourquoi, pour la réhabilitation, il faut absolument faire la demande par un professionnel. Il faut faire la demande par un professionnel. Et le professionnel le plus apte à pouvoir intervenir dans ce type de procédure, c'est l'avocat. Parce que c'est l'avocat qui est à même de connaître toutes les procédures, tous les rouages. Parce que si c'est mal fait, il y aura un rejet. Et quand il y a un rejet, c'est difficile de recommencer.
ou bien s'il y a un rejet dans le cadre de la réhabilitation pour celui qui a rendu des services éminents à l'État de Côte d'Ivoire, en ce moment, on fait devant la Cour suprême pour dire qu'en principe, la personne devait être réhabilitée parce que c'est elle qui a fait remporter la première Coupe du Monde à la Côte d'Ivoire, ou bien c'est elle qui a empêché qu'une météorite qui se dirigeait tout droit sur Abidjan soit déviée, ou bien c'est elle qui a empêché que... En tout cas, tout ce qui constitue un service éminent à l'État de Côte d'Ivoire. Et en ce moment, s'il y a refus, la réhabilitation, la demande est portée, la décision de refus est portée devant la Cour suprême. Donc vous voyez que ce n'est pas tout le monde qui a la technicité nécessaire pour pouvoir faire ces demandes et pour pouvoir faire ces voies de recours. Est-ce que les victimes, dans ce cas-là, peuvent porter plainte pour, voilà, par exemple, quelqu'un qui a tué une mère de famille et qui, un jour, par un concours de circonstances, pose un acte héroïque et qui est, voilà, quoi, qui est réhabilité? Non, c'est la loi qui permet la réhabilitation. Ce n'est pas la personne elle-même qui se décide, c'est la loi qui permet. Est-ce qu'il peut y avoir des poursuites par ailleurs? Non, de la part de la famille, par exemple, de la victime? Non, on ne peut pas accuser l'État d'appliquer ses lois. Celui qui obéit à la loi ne peut pas être poursuivi pour avoir obéi à la loi. Donc voilà, donc les victimes ne peuvent pas en ce moment-là porter plainte. Mais vous voyez que c'est tellement précis, tellement spécifique que ça me m'étonnerait que ces services éminents courent les rues. Donc c'est pourquoi la personne qui est condamnée dans ce genre de circonstances, naturellement, elle sera obligée d'attendre la réhabilitation légale, qui est très longue. Parce que les délais sont spécifiques, sont très techniques. Ah ouais? C'est très long. Oui, bien sûr. Pour les peines criminelles, il faut attendre au moins 15 ans pour être réhabilité. Donc après 15 ans, quand même, si vous avez la rancune tenace jusqu'à 15 ans, vous n'êtes pas l'âne du pape quand même. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé un problème que je dois vous soumettre là. La personne veut être chauffeur. Oui. Pour particulier, mais la personne a un casier judiciaire chargé pour excès de vitesse. Oui. Comment la personne peut effacer ce casier-là pour postuler? Bon, la personne peut demander, ça dépend de quand la condamnation a eu lieu. C'est une condamnation correctionnelle. Bon, après 3 ans, elle peut demander la réhabilitation. Après 3 ans. Mais surtout, il ne faudrait pas que dans... La réhabilitation, en fait, comme le disait tout à l'heure Marco, ce n'est pas une prime à l'infraction, ce n'est pas pour faire l'apologie du criminel ou bien pour faire la publicité du criminel. Les conditions pour être réhabilité sont tellement compliquées que la personne qui est réhabilitée le mérite vraiment. D'abord, il ne faudrait pas que la personne ait été récidiviste, parce qu'entre-temps, si depuis la date de la condamnation jusqu'à ce que la personne revienne à la réhabilitation, il y a eu une condamnation dans l'intervalle, elle ne peut pas demander cette réhabilitation. Ou bien si elle est poursuivie pour des faits, pour une peine plus grave, là, on ne peut pas être poursuivi et en train d'être jugé et demander votre réhabilitation. Donc pour dire que il faut observer ce délai-là. Et le délai est suffisamment long. Si vous voulez attendre la réhabilitation de droit. Et le délai, il est quand même de 3 ans pour les peines correctionnelles si vous voulez demander l'habilitation facultative. Il est de 5 ans pour les peines criminelles si vous voulez demander la réhabilitation facultative. Et en dehors de ces 2 cas, il faut encore attendre d'avoir rendu un service éminent à l'État. Mais là, c'est compliqué. Est-ce que ce n'est pas un Et piège? à compter la dernière condamnation, parce qu'il y a des personnes qui sont condamnées, qui font appel. Et le dossier ne passe pas en cours d'appel assez rapidement. Et puis vous les voyez en train de demander leur réhabilitation, non. Il faut attendre que la décision soit devenue définitive. Encore, il faut attendre que la personne ait fini de payer toutes les amendes. Et s'il y a des dommages et intérêts, que la personne ait payé tous les dommages et intérêts qui ont été prononcés. Ou bien il faut que la personne ait fini de purger la contrainte par corps. Parce que la contrainte par corps, comment ça s'explique? Vous devez de l'argent à quelqu'un, il fait une procédure civile. La personne fait vos saisies, obtient une décision, elle fait une exécution civile. Jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une condamnation pénale, où la personne vous a escroqué, on la condamne pour vous restituer votre argent, ou bien la personne a fait un abus de confiance. On la condamne pour vous payer votre argent. La condamnation devient définitive. En ce moment-là, vous partez réclamer votre dû. Mais si la personne ne paye pas, on peut la prendre, la garder en prison, en attendant qu'elle paye, pour une période de 10 jours. Et si elle sort qu'elle ne paye pas, on peut refaire la même chose. Pour dire que la peine pénale s'exécute à la fois sur les biens et à la fois par contrainte, par corps. Donc si la personne n'a pas fini de payer, elle ne peut pas demander la réhabilitation. Imaginez-vous quelqu'un qui est condamné pour banqueroute frauduleuse, ou bien qui a détourné de gros sous. Tant qu'elle n'a pas fini de payer, elle ne peut pas être réhabilitée.
parce que la condamnation n'a pas été exécutée. Donc, il y a un pan pénal et un pan civil. Et très souvent, c'est ce qui bloque. Parce que la personne vous demande la réhabilitation. Quand vous regardez, montrez-moi les pièces d'exécution. Dites non, en réalité, je n'ai pas fini d'exécuter. Mais l'avocat, moi qui suis l'avocat, je vous dis, mais monsieur, on ne peut pas demander la réhabilitation dans ces conditions-là parce que vous n'avez pas fini d'exécuter la peine. Elle n'est pas encore définitivement faite. Ou bien, la personne vient vous voir, vous dit non, elle veut être réhabilitée. Vous regardez, elle a fait appel. Mais moi, Maître Koné, qui suis avocat, vous me demandez de faire une procédure alors que les conditions préalables ne sont pas réunies. Mais j'expose votre demande à un rejet. Donc, dans ces conditions, c'est pourquoi il faut rencontrer des personnes spécialisées en la matière et les personnes les plus aptes à comprendre et à expliquer, à faire ces procédures, ce sont les avocats. Alors là, on a parlé en long et large de la réhabilitation et ça va nous conduire tout droit vers l'effacement. Oui. Alors l'effacement, quand ça arrive, c'est la dernière étape. Oui. Quelles sont ses spécificités? Non, la personne, lorsque une décision de réhabilitation, un arrêt de réhabilitation est rendu, en ce moment, cet arrêt-là est signifié aux juridictions qui ont rendu la décision. C'est-à-dire l'arrêt est porté à la connaissance des juridictions qui ont rendu les décisions. Et comme le mariage, comme le divorce sont inscrits en marge des extraits des actes de naissance, la réhabilitation, la décision, les mentions de la réhabilitation est portée en marge de toutes les décisions qui ont été rendues. Et en ce moment, une demande est faite, naturellement, la décision est signifiée, est portée à la connaissance du greffier du lieu de naissance de la personne qui a été réhabilitée. Et le lendemain même, elle peut venir obtenir un casier judiciaire qui devient automatiquement vierge. Parce que la réhabilitation a été obtenue. Est-ce que ce n'est pas une façon de décourager les ex-prisonniers parce que la procédure est très, très longue, alors qu'à la sortie de prison, on nous parle de réinsertion? Non, la réinsertion n'est pas à être confondue avec la réhabilitation. Ce n'est pas un... Bon, quand on dit décourager, c'est vrai que la procédure est tellement technique qu'on penserait qu'effectivement qu'il y a un découragement. Mais sachez que cette loi, elle est de 1969. Il y avait des réalités qu'on n'a pas aujourd'hui. La question que vous posez est tellement pertinente, le problème que vous posez est tellement pertinent, qu'il est nécessaire que la loi soit révisée. Parce qu'on se rend compte que nous sommes devenus trop nombreux, les procédures sont devenues nombreuses, et les erreurs judiciaires sont nombreuses, les actes criminels et correctionnels, délictuels sont devenus nombreux, et il y a des moments où des personnes qui se sont retrouvées à un mauvais moment, au mauvais endroit, sont condamnées alors qu'elles ne sont pas foncièrement mauvaises. Il faut leur donner la possibilité d'être réhabilitées assez rapidement. Effectivement, la loi mérite une révision. Mais de l'autre côté aussi, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'éléments, on a des tests d'ADN pour... Justement. Donc voilà, ça peut aider aussi. Oui, ça peut aider aussi. Ça peut aider. On a beaucoup plus de moyens qu'en 1969. Justement, mais le problème, c'est que chez nous, là, c'est une plaie de notre système. Nous, Côte d'Ivoire? Non, Côte d'Ivoire, oui. À l'Afrique en général. Oui, parce que souvent, il y a des procédures qui finissent. Et les faits pour lesquels on condamne une personne continuent après. Mais personne n'a... Imaginez-vous quelqu'un qu'on a condamné pour un vol en série. Et après sa condamnation, les vols en série continuent, dans les mêmes circonstances. Mais lorsqu'on frappe le vrai voleur, il est rare qu'on revienne rouvrir le dossier de l'ancien. Justement. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un... Mais bien sûr. Ou bien, un fait se présente. Dans d'autres pays, on l'a vu. Lorsque une personne, le procès Omar Mathieu, on en a parlé la dernière fois. Lorsque un procès retentissant se fait, après on fait une émission télévisée où personne, il y a des appels à témoins. Mais on n'entend pas ça chez nous. Une fois qu'on a trouvé le coupable, on dit, bon, écoutez, la société est en paix, on a trouvé le coupable. Mais parfois, est-ce que c'est le vrai coupable? Et très souvent, le vrai coupable, après, pour des faits qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé, avoue. Mais est-ce qu'il y a une procédure qui est entreprise pour blanchir celui qui a été condamné par erreur? En général, non. Ou bien on le fait libérer, et puis bon, c'est fini, on s'assoit, c'est terminé. Non, il faut le faire réhabiliter pour montrer qu'il y a eu une erreur. Et j'ai oublié un élément. La grâce aussi permet d'obtenir une réhabilitation. Lorsque la personne est graciée,
Par exemple, quelqu'un qui est condamné pour une certaine période, avant la fin de la période, elle bénéficie d'une grâce présidentielle. À partir de cet instant-là, la grâce est considérée comme ayant une exécution de peine. C'est vrai, parce que vous dites est tellement vrai. Et ça, c'est dans tous les domaines. Hein. Même au niveau politique, il y a des carrières politiques qui ont été brisées alors qu'il y a eu des non-lieux. Mais quand il y a des non-lieux... Non, quand il y a des non-lieux, il n'y a pas de condamnation. Oui, je sais. Parce qu'il n'y a pas eu de condamnation, justement. Mais dans l'imagerie populaire, on se dit que puisqu'on en a parlé, non, la personne est coupable. Voilà. Alors qu'après, il faut réhabiliter. Ça a brisé beaucoup de carrières politiques. Là, c'est la réhabilitation sociale maintenant. Oui, voilà. Effectivement, sur le plan social, c'est pourquoi le pénal, il faut faire très attention. Et raison pour laquelle, lorsque les personnes s'amusent à faire des procédures fantaisistes contre les uns et les autres, le retour du bâton peut être dangereux parce que lorsque l'action est introduite à la requête d'une personne bien précise, qui prend l'initiative de la procédure par le fait d'une citation directe, lorsque l'autre est blanchi, il peut avoir une dénonciation calomnieuse. Mais juridiquement, la personne peut avoir sa satisfaction d'avoir fait condamner celui qui le poursuit. Mais l'effet que ça fait dans la société, qui efface en ce moment. Ça, c'est vrai. Donc, les enfants, les membres de la famille, tout le monde, c'est pas facile. C'est la réhabilitation judiciaire, je veux dire juridique ou judiciaire, qui souvent passe inaperçu. Oui. Qui souvent passe inaperçu. Oui. Il y a la réhabilitation pendant que vous mettez votre micro. Et pendant ce temps, il y a la réhabilitation sociale qui devrait également être prise en compte. Je rappelle que vraiment beaucoup de personnes nous ont envoyé des questions, mais bon, on essaiera tout au long de l'observation du développement de Maître Koné donc de répondre à toutes ces questions. Oui, on aurait pu, par exemple, demander que les décisions de réhabilitation soient publiées aussi, pour dire telle personne qui avait été condamnée pour tel fait. Parce que la personne qui est condamnée demeure définitivement condamnée dans sa vie. Même les journalistes, même parfois, nous faisons cette erreur-là. Il y a la présomption d'innocence, on dit oui, l'accusé, alors que le procès n'est pas encore arrivé à son terme, on ne sait pas s'il est coupable ou pas. Là, c'est la rue qui condamne finalement. Voilà. Et il y a un ancien bâtonnier qui a plaidé un dossier assez récent, où la rue avait fini de faire la condamnation. Et ça, il faut attirer l'attention de nos concitoyens, de tout le monde, parce que très souvent, on condamne la personne alors même qu'elle n'a même pas été poursuivie. On dit que la personne est présumée innocente. La présomption d'innocence est inscrite dans notre Constitution. Mais ici, nous, on dit ça directement. On voit déjà des personnes, dès qu'elles sont soupçonnées, ne serait-ce qu'un simple soupçon, on la classe au nom, même pas des poursuivis, au nom des condamnés, au nom des accusés condamnés. Même si la personne a avoué, il faut attendre que le processus judiciaire aille jusqu'à son terme. C'est ça, maître? Bien sûr. Parce que ce n'est pas parce qu'on a vu un monsieur qui a avoué, qui dit c'est lui qui a fait ça à telle ou telle personne, qu'on va dire que c'est l'accusé. Il faut expliquer aussi. Non, bien sûr. Il faut expliquer ça aussi aux gens, aux autres. Ça, c'est une réalité. Et là, c'est tellement malheureux qu'on ne sait pas. Il y a une culture de l'information qu'on doit maintenant pas entretenir seulement parce que c'est lorsqu'elle est là qu'on l'entretient. Il faut commencer maintenant à informer, toujours informer. Et c'est ça notre rôle, c'est pourquoi nous sommes heureusement sur ce plateau. Voilà, donc avec vous, depuis 7 heures, on parle de réhabilitation et effacement de casier judiciaire. En conclusion, qui peut être... Effacement de peine. De peine. Voilà. Ouais. Parce que le casier judiciaire... On a toujours le casier judiciaire. On a toujours le casier judiciaire. Effacement de peine. De la peine qui est sur le casier. La peine peut être effacée. Voilà. Mais le casier judiciaire, lui, demeure. Soit il est vierge au début, il peut être chargé, malheureusement, quelquefois, mais il peut aussi être effacé. Du moins, la peine peut être effacée. Et c'est un document administratif très important. Très important. Très important. Très important. Parce qu'on le demande on devait le demander aussi même pour tous les menus actes de la vie. Ça coûte combien pour le faire, soit dit en passant? Bon, là, c'est une petite question piège. Là, c'est une question piège. Vous ne connaissez pas le prix pour l'établissement des casiers judiciaires, c'est un scandale, ça. Vous savez, je le vois tellement tous les jours que je n'y fais pas attention. Non, vous allez au tribunal du plateau, les prix sont affichés. Non, mais vous êtes maître, vous ne connaissez pas le prix. Vous êtes censé conseiller quelqu'un. La dernière fois que j'ai fait un casier judiciaire, c'est 2000. C'est 2000. Ah, vous m'informez. Ah bon? Oui. Moi, le non-initié... Non, vous savez, pour faire un casier judiciaire... Je pense que c'est 2000, hein, c'est 2000. Je parle sous le couvert de ma réalisatrice. Pour faire un casier judiciaire, on n'a pas besoin forcément d'un avocat. Oui, mais au moins, vous pouvez connaître cette information-là quand même. Non, on n'a pas forcément besoin d'un avocat. Vous reconnaissez que vous avez été collé, c'est pas grave. On ne va pas prendre le casier judiciaire par procuration. Non, je sais. Et on a besoin de quel document pour faire le casier judiciaire? L'extrait de naissance et le régime matrimonial, le nombre d'enfants, la profession. Ça se fait en combien de temps? Oh, Maouya. Là, vous touchez du doigt un problème. Parce qu'il y a des personnes qui vont... C'est le lieu aussi, effectivement, merci beaucoup Marco, c'est le lieu d'attirer l'attention de tout le monde. Lorsque vous arrivez devant le tribunal,
de grâce pour quelqu'un qui s'est déplacé de chez lui jusque devant le palais de justice, soit de Plateau ou de Yopougon, qui se sent maintenant subitement apeuré et qui s'empêche, je veux dire, on ne l'empêche pas d'entrer dans le tribunal. Tout est adressé aujourd'hui, tout est écrit, pour aller voir la personne qui fait ce qu'elle a cherché. Les intermédiaires, il faut s'en méfier. Franchement. C'est déjà écrit, c'est écrit au tribunal. Les intermédiaires, il faut s'en méfier. Adressez-vous aux professionnels. Merci beaucoup. Il faut s'en méfier, il faut s'adresser aux professionnels. En tout cas, on espère qu'on a été professionnel. Bon, on va faire vite de rendre l'antenne, sinon on serait épinglé. On ne veut pas avoir de casier judiciaire avec la programmation voilà, qui fonctionne vraiment au timing. Merci d'être resté en notre compagnie et puis on se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Ciao, ciao.